Salut la communauté foot, salut la communauté Barça, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons un peu revenir à froid sur le match d'hier où on affrontait Newcastle au St. James Park et on va aussi parler un peu d'actualité. Donc avant de commencer comme d'habitude les gars, si vous êtes nouveau sur la chaîne, s'il vous plaît, aidez à booster la chaîne, liker, partager, activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Ça aide dans le référencement, ça soutient la chaîne, ça donne de la force et surtout ça fait plaisir. Voilà, ceci étant dit donc, on va commencer directement à parler de Rashford. Rashford, comme j'ai dit dans mon débrief, Rashford lui, son match en première mi-temps, je le trouvais un peu stressé. Il voulait trop faire, il voulait tellement prouver un Anglais en Angleterre qui tape une équipe anglaise. Voilà, le storytelling allait être beau. Et heureusement, ça a été beau au final parce que vraiment, en deuxième mi-temps, quand il a commencé à faciliter son jeu, les buts sont venus sans forcer. Il n'a pas forcé. Et on a commencé à sentir qu'il prenait de la confiance, notamment sur cette première action où il prend le ballon sur son côté, il essaye, il passe un dribble, deux dribbles, trois dribbles. Il peut chercher la passe, mais c'est quand même aussi bien. Pour se mettre en confiance, il faut aussi souvent tenter. Il tire le petit filet malheureusement. Mais dès cet instant, on voit quand même déjà que Rashford entrait dans sa rencontre. Le ballon, le centre de Koundé était millimétré, parfait. Il a juste ajusté la tête. Voilà, la deuxième frappe, wow, pétard. On pensait avoir tout vu avec Fermin dimanche, mais voilà, Rashford nous sort une frappe encore extrêmement belle qui frappe la barre entrante. Voilà. Quoi de mieux pour démarrer son compteur avec le FC Barcelone dans un grand match, avec un enjeu aussi grand. Donc voilà, on espère que ça va lui mettre en confiance et il va nous produire encore plus de masterclass parce que vraiment, il va enchaîner ces derniers temps vu que Lamine Yamal n'est pas là. Voilà, nous allons aussi revenir sur Gérard Martin qui prend de la confiance. Depuis la saison passée, moi je disais, laissez-le jouer. C'est vous qui ne lui faites pas confiance. Si le coach décide de faire confiance à Gérard Martin, c'est qu'il y a quelque chose en lui. Si le coach fait confiance à Gérard Martin, laissez-le jouer. Et petit à petit, ce qui est sûr, au début de la saison passée, tout le monde était d'accord, il stressait pendant les matchs. Et c'était normal. C'était sa première saison en équipe première. Il découvrait le haut niveau. Voilà, petit à petit, il va s'adapter. Tout le monde n'est pas un génie que dès le premier jour, il est déjà extraordinaire et tout ça. Voilà, et on voit bien que c'est quand même une valeur sûre en l'absence de Baldé. Et il y a aussi des choses qu'il fait que Baldé est moyen, voire moins bon que lui. Donc, on ne va pas dire cracher sur Gérard Martin éternellement. À un moment donné, il faut respecter les choix du coach. Et lui aussi, il rend bien sur le terrain. Les passes décisives l'année dernière contre l'Inter. Et j'en passe, les belles prestations qu'il a fournies. Hier, même techniquement, il tapait les crochets à gauche et à droite. Voilà, c'est le GG. Au milieu de terrain, Frenkie de Jong, que j'ai déjà dit, pour moi, il a des stats qu'il réussissait les passes, mais pour moi, je ne voyais pas comme s'il faisait des passes qui cassaient les lignes ou quoi que ce soit. À un moment donné, il a failli même, je crois même il a perdu un ballon où il reçoit le ballon d'eau au jeu. Il pouvait facilement faire un contrôle sur son bon pied. Le joueur avait anticipé qu'il allait revenir sur son mauvais pied. Et le joueur anticipe, je ne sais pas s'il n'a pas senti le joueur dans son dos. Il part du mauvais côté, le joueur arrache le ballon. Donc, Frenkie de Jong, pour moi, hier, j'aurais préféré voir un Casado parce que pour l'intensité de la première ligue, je préfère un Casado qui s'acharne défensivement au pressing et tout ça. Et aussi parce que De Jong, il n'est pas à 100% ou bien il revenait de blessure. Un match à l'extérieur comme ça, pour moi, ça allait être compliqué pour lui. Mais sinon, sa doublette avait perdu sa marche comme d'habitude. Il a géré quand même. Mais il peut mieux faire le Frenkie. Il peut beaucoup mieux faire. Le gardien, on en a déjà parlé. Il nous sauve. Et une grande équipe, c'est aussi un grand gardien qui peut gagner des matchs, qui peut sauver des matchs, qui peut gagner des points pour son équipe. Voilà. Maintenant, on va revenir sur certains aspects. La première occasion qu'on concède hier, où il y a un ballon qui est joué en profondeur, le joueur sort du milieu de terrain pour venir centrer, l'attaquant lobe le ballon. Pour moi, c'est quelque chose qu'on a observé depuis la saison dernière. On a observé ça depuis la saison dernière où, pour contrer notre ligne haute, les joueurs mettaient un joueur en hors-jeu intentionnellement, fait une passe et le joueur hors-jeu va rester sur place. Celui qui sort du milieu de terrain va venir doubler la défense puisque la défense est en train de monter. Lui va faire un appel vers notre surface et on ne va pas vraiment se concentrer sur lui parce qu'on se concentre à mettre l'attaquant hors-jeu. Et on a concédé ce type d'occasion hier. Sauf donc que la dernière fois, on a titularisé Eric Garcia et pour moi, je trouvais que Eric Garcia, il gérait très bien pour couper le genre de centre quand on concède ce type d'occasion. C'est-à-dire quand une équipe nous joue en contre, elle va essayer de jouer un long ballon sur le côté, essayer de centrer à ras du sol. Et voilà, Eric Garcia gérait très bien ce côté-là.
Hier, on n'a pas géré. Parce que même le but qu'on concède, c'était net ça. C'était net ce type d'occasion. Où on passe sur le côté, on centre, et après voilà. La première fois, l'attaquant adverse a loupé. La deuxième fois, c'est sur une perte de balle. Je ne sais pas qui fait la mauvaise relance là. Il me faut vraiment revoir les images. Jusqu'à présent, je ne sais pas qui fait la mauvaise relance. On part en contre contre le Newcastle part en contre. On centre le ballon. Heureusement, Juan Garcia fait l'arrêt. Même en deuxième mi-temps, l'arrêt qu'il fait avec le pied pour nous sauver. On pouvait facilement concéder l'ouverture du score hier. Et même le but est encore venu sur ce type d'occasion. C'est pour ça que même Hansi Flick a dit qu'il y a des choses qu'on doit corriger encore, il y a des choses qu'on n'a pas bien fait. On a bien défendu dans l'ensemble, surtout aérien, surtout dans les airs. Les duels aériens, on a très bien géré. C'est vrai que le 9 n'était pas là, mais même quand il est entré, Walt Mid là, même quand il est entré, il n'a rien fait de bon. Mais il faut encore corriger ça. Et pour moi, je trouve qu'un Eric Garcia avec un Koubassi derrière pour bloquer ce type d'action, Eric Garcia le fait très bien. Mais hier, Eric Garcia, on avait besoin d'un Araujo qui était solide et qui pouvait beaucoup gagner les duels dans les airs. C'est ce qu'il a fait. Donc il va vraiment falloir adapter notre charnière en fonction des adversaires. Et pourquoi pas mettre à disposition ou bien faire en sorte que tous les défenseurs aient cette alerte quand on concède ce type d'occasion. Voilà, donc c'est un peu ça que je voulais revenir sur la rencontre. Maintenant, le meilleur buteur de la Ligue des Champions de la saison passée, on a donné le titre à Kirassi. Je ne sais même pas quoi dire. Comment un joueur qui a marqué ou bien ses 4 pénaltys, il a le même nombre de buts qu'un joueur qui n'a pas marqué de pénalty du tout. Un joueur qui est allé plus loin dans la compétition. Et de surcroît, un joueur qui est meilleur buteur et meilleur passeur. Tout ça pour Rafinha. Meilleur buteur sans penalty. En plus de ça, il est parti en demi-finale de la Ligue des Champions. On donne ça à un gars qui est sorti en quart, éliminé par Rafinha, avec au moins 4 penalty. Vraiment, je ne sais même pas. Soit vous donnez aux deux, soit vous donnez à celui qui a d'abord le meilleur ratio. Parce que Rafinha, c'était 13 buts en 14 matchs. 13 buts en 14 matchs. Sans penalty, s'il vous plaît. Sans penalty. Et Rafinha a plus de matchs référence, que ce soit Benfica à l'extérieur, que ce soit en phase de poule ou en huitième de finale là. Benfica qu'on a joué 2 fois à l'extérieur là, c'est Rafinha qui a porté le Barcelone. Que ce soit contre le Bayern, déjà que le meilleur joueur on a donné à Dembélé, ok d'accord parce que Dembélé a joué la finale de la Ligue des Champions. Mais même le meilleur buteur vous refusez à Rafinha, vous voulez seulement qu'il fasse quoi? Et même dans le 11 type, je pense que Rafinha est là non. Mais Guirassy n'est pas là, c'est sûr. Donc je ne sais vraiment pas d'où ça là ça sort. Je ne sais vraiment pas. Autre information, c'est que c'est officiel, on va jouer le PSG au Montjuic. Donc voilà, le Camp Nou ne sera pas prêt pour accueillir cette rencontre. Maintenant, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on va jouer tous nos matchs de phase de Ligue au Montjuic ou bien c'est seulement cette rencontre? Est-ce que c'est possible de changer de match pendant la phase de Ligue? Je ne sais vraiment pas, mais on va voir comment ça va se dérouler. Je pense que c'est une affaire de nombre de places. Le Camp Nou n'aura que 27 000 places, mais il faut au moins 45 000 places pour accueillir un match européen, je pense. J'avais lu un truc comme ça, je ne sais pas, je n'ai pas vérifié l'information. Mais on va jouer à Montjuic, mais je ne sais pas comment on va faire pour jouer 3 matchs à domicile dans 3 matchs différents. Parce que le prochain match, on va jouer ça au stade de Johan Cruyff. Après, on va partir jouer Sociedad au Camp Nou. Après, on va partir jouer PSG au Montjuic. Vraiment, c'est quoi ce bazar en tout cas? Cette direction même d'abord, moi ça me fatigue d'abord depuis des lustres, donc je ne sais même plus quoi dire. Et puis voilà, il y a Paul Scholes qui a posté sur Instagram hier que son nouveau meilleur joueur, c'est Pedri. J'ai dit que Pedri doit ouvrir une école de football. C'est juste extraordinaire ce qu'il produit au milieu du terrain. C'est le meilleur milieu de terrain du monde. Et je ne suis même pas ouvert au débat. Ceux qui veulent forcer le débat, ça vous regarde. Et pour finir, on va parler de Chesney, qui a aussi parlé hier, je crois que c'est après la rencontre, qui a dit que lui, il est remplaçant et il sait que sa situation ne va pas changer, sauf peut-être blessure ou quoi que ce soit. Il sait que quand il signait son contrat, il était préparé à être sur le banc de touche et que ça ne le dérange pas. Mais que son rôle, cette saison, c'est de préparer Juan Garcia pour des grands matchs. Ce n'est pas facile ce n'est pas facile de jouer une première saison au niveau où chaque après 3 jours tu as un match à haute intensité sous pression et tout. Lui son rôle ça va vraiment être d'encadrer Juan Garcia, de lui donner toute son expérience quoi, de lui transmettre ce qu'il pourra pour que Juan Garcia soit prêt pour jouer les grandes rencontres quoi. Mais dans la question qu'on se pose c'est où est passé l'entraîneur des quartiers. Donc c'est un peu ça que je voulais revenir aujourd'hui.
un peu parler de la rencontre, revenir sur certains points que je n'ai pas forcément parlé hier, mais qui m'ont quand même marqué. Voilà, et on se capte très prochainement pour de nouvelles vidéos. Sur ce, on reste en santé parce que c'est le plus important. Peace.